Point Break or Bad Boys 2? Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? You are pulling my leg. Je sais, la question peut paraître bizarre, voire limite un peu réac, mais quand je la pose, je vous assure que ça n'a rien à voir avec le cliché du « tout fout le camp, ma bonne dame, oulala, de toute façon, c'était mieux avant » et puis on sait tous que le cinéma, c'était le meilleur dans les années 80, Amblin Forever. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Blague à part, le Fossoyeur de film et la séance de Marty ont déjà tiré plus de 3 heures d'analyse plutôt brillante sur ce sujet, donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ça. Ok, super. Non, si je vous pose cette question, c'est donc pas par rapport à l'état du 7e art, ou à la qualité intrinsèque des films, mais plutôt à notre relation avec eux. Prenons le moment de se poser 2 secondes entre 2 marathons Seigneur des Anneaux. Vous avez pas comme l'impression qu'on ne regarde plus, non, qu'on consomme plus le cinéma de la même manière? Stop! Il y a clairement eu des changements majeurs depuis une quinzaine d'années. Les réseaux sociaux, les plateformes, le FOMO, les algorithmes, l'intelligence artificielle. On a d'ailleurs déjà beaucoup parlé de ce que la tech a comme impact sur l'industrie cinématographique. Et principalement son incapacité à être créative et à prendre des risques. Seulement être encore un reboot, une ressucée, une réitération. Pourquoi pas? Ça se vend bien. Mais on parle finalement assez peu de l'impact que tout ça a sur nous, spectateurs, sur le plaisir que l'on tire du visionnage de ces films, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Et ça me semble peut-être encore plus grave que de savoir comment Disney a fini par homogénéiser toutes ses productions. Ferme ta putain de gueule, toi! T'es là pour lécher des culs, pas pour réfléchir! Laissez-moi reformuler, on va reposer la question un peu différemment. C'est quand, vraiment, que vous avez regardé un film par pur et simple plaisir? Salut, moi c'est Achille, et vous êtes dans Kino. Hop, voilà. Ok, il y a 2 mois, il s'est passé un truc qui m'a marqué. C'était le matin, et en même temps que je prenais mon petit-déj, j'étais en train de préparer ma journée. Pas ma journée de taf, ou des rendez-vous pour des apparts ou d'autres trucs administratifs. J'étais en train de regarder sur Allociné toutes les séances de films sur le chemin entre mon taf et chez moi, en train de comparer avec l'heure des séances pour voir quel film pouvait correspondre afin que je puisse le voir de façon efficace après le taf. Une forme de mini-gymnastique mentale que je fais depuis des années en fait, sauf que là, alors que je me décidais pour une séance au Majestic Bastille de La Mélancolie, je me suis rendu compte d'un truc. Le film en soi, il m'intéressait pas tant que ça. J'étais ni curieux, ni excité de le voir. Non, j'allais voir ce film uniquement parce qu'il était une nouveauté, un film japonais, moi qui suis spécialisé sur ce pays, et surtout parce qu'il était pratique. En fait, je faisais de cette sortie ciné un truc efficace, une tâche de plus dans la continuité de mon travail. J'allais voir un film pour voir un film. Pouvoir me dire que j'étais allé au cinéma, que ça y est, j'avais poinçonné ma carte de cinéphile, c'était en fait ça le but premier. D'ailleurs, La Mélancolie, assez moyen si jamais vous vous demandiez. Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. C'est là que j'ai réalisé que ça faisait un moment que mon rapport à cet art que j'adore avait profondément changé depuis maintenant plusieurs années. Ça veut pas dire que je ne prenais plus de plaisir, loin de là, mais la motivation pour voir des films avait lentement, subtilement changé. Et j'ai eu besoin de savoir si j'étais le seul dans ce cas ou si c'était un truc beaucoup plus massif. Du coup, j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit, je suis allé voir mes potes du YouTube Ciné pour leur demander ce que eux pouvaient bien en penser. Alors attends, je mets juste, parce que là j'entends avec le son de l'ordi qui est vraiment dégueu. Ah, ça va? Bah ça va et toi? Ça va et toi? Ok, sur le cinéma là.
Là, tu vois, c'est beau. Là, je bois moi aussi et tu le vois pas. Et la première chose que je voulais leur demander, c'est... Du coup, t'as des watchlists? Ouais, la première chose qui m'est venue à l'esprit en explorant un peu ce changement, c'était la façon dont les watchlists étaient devenues omniprésentes dans notre expérience du cinéma. On a tous des watchlists, j'en suis sûr. En général, une par plateforme à laquelle on est abonné, et puis souvent une plus vaste, où on met tout ce qui nous interpelle à un moment pour ne pas l'oublier, pour se le noter et avoir toujours quelque chose à voir quand on aura un moment. Et ça part d'un bon sentiment, évidemment. L'idée, c'est de ne pas oublier des films qui nous donnent envie quand on nous en parle. Ça peut m'arriver de rationaliser ma consommation de cinéma. C'est-à-dire je vais me faire une rétrospective des réalisateurs. Par exemple, j'ai regardé toutes les Palmes d'Or dans l'ordre. Donc c'était une liste de défis à réaliser. Et aussi, c'est un peu une aventure. J'ai des washlists, surtout de grands classiques à rattraper, mais principalement dans ma tête. Il y a un côté très complétiste de cet auteur me plaît, ce cinéaste me plaît, je vais tout voir. Et tant que tu vois sur sa page qu'il y a des choses que tu n'as pas vues, c'est frustrant. Tu vas aller quand même regarder ça alors que ça t'intéresse pas plus que ça, juste pour te dire ouais, c'est fait, j'ai tout coché, quoi. Et ça, c'est pour parler uniquement des listes qu'on fait nous-mêmes, mais il y a aussi évidemment toutes les listes faites par des experts qui nous classent, nous recommandent, nous ordonnent les films. Oui, nous ordonnent, hein, dans tous les sens du terme. Alors, bien sûr, ça date pas des réseaux sociaux. Et comme le dit bien Victor, la première liste des 100 films à avoir vus date de 1956. On commence à avoir une petite communauté de nouveaux cinéphiles, de gens qui ont 17-18 ans et qui viennent me voir en disant il y a beaucoup de films qui ont été faits, par où il faut commencer, par où. Et les seuls trucs que tu avais à une époque pour te raccrocher, c'était Télérama, c'était Le Masque et la Plume, c'était des critiques ultra élitistes qui n'avaient pas forcément ton point de vue sur ces applications-là. Maintenant, tu as des gens qui sont beaucoup plus proches de toi, qui vont te donner des conseils et t'orienter et te guider. Il y a plein de moyens différents de regarder des films. Et en fait, c'est presque un peu sécurisant que d'avoir une liste de films à voir. Tu vois, ça donne vraiment des fois des pistes. Mon but, c'est évidemment pas de juste défoncer le concept des watchlists. Hein. Comme je le disais, moi aussi j'en ai, et j'en ai même plusieurs. Et ça peut donner des super idées. Comme le dit Hugo en parlant d'aventure, j'aime bien moi aussi avoir des objectifs, genre récemment me faire tous les Disney. J'ai l'impression assez réconfortante d'avoir accompli quelque chose, un film à la fois, alors même que la cinéphilie, c'est surtout le vertige de réaliser qu'on pourra jamais tout voir. Et en parlant de savoir naviguer dans la jungle du 7e art, j'ai envie de vous parler de Filmo, avec qui je suis très heureux de collaborer pour cette vidéo. Et ça parce que leur offre fait écho à pas mal de questions de cette vidéo et de la chaîne en général. Filmo, c'est la première plateforme française 100% ciné, et maintenant elle est disponible directement sur YouTube via leur Prime Time Channel. Vous pouvez vous abonner en un clic et accéder à leur sélection pointue de plus de 1000 films. Et là, on parle de pépites rares comme Hundreds of Beavers, le banger de cette année. Genre, vraiment, allez voir ça, c'est complètement fou. Des chefs-d'œuvre récents comme Red Rocket ou encore des classiques comme Le Voyeur de Michael Powell, 8,5 de Fellini ou les films de Kunio Tanaka dont on a déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et là où je trouve leur approche intéressante, c'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur l'éditorialisation et un sentiment de rareté. Parce que les films ne restent pas éternellement sur la plateforme, ce qui donne cette sensation d'occasion à saisir. Et puis ça veut dire qu'on doit moins se fier à des algos ou à des catégories boring, genre action, romance, etc. Non, vraiment ça change complètement du côté infini et parfois un peu anxiogène des plateformes dont on parle ici. Bref, si ça vous intéresse, il y a un essai gratuit pour tester, je vous mets le lien en description. Encore merci à Filmo de soutenir mon travail et surtout de permettre à des cinéphiles comme nous de retrouver une façon plus apaisée de voir des films. Mais revenons à nos listes. Je trouve que ça cache quelque chose d'assez pervers, cette espèce de gamification de la cinéphilie, où chaque film devient un élément d'une quête sans fin. Parce que ça implique que le choix de voir un film peut même en partie être motivé par cette idée de complétion et de récompense. Comme si on vivait dans un jeu vidéo et qu'on gagnait de l'XP.
Et là, en vrai, on aborde d'ailleurs un problème beaucoup plus vaste de la gamification de nos vies et de nos pratiques. Parce que les gourous de la Silicon Valley se sont évidemment rapidement rendus compte que tout ce processus de liste de tâches, de cases à checker, ça vient titiller des biais d'engagement extrêmement forts. Et l'engagement, c'est de l'argent. Surtout pour des applis qui se nourrissent de nos données et de notre temps d'attention donc. Alors, bien sûr, on peut choisir volontairement de jouer avec ces biais-là pour nous motiver. Et c'est ce qu'on fait quand on joue à un jeu vidéo ou quand on utilise Duolingo par exemple. Ça peut être vachement utile, comme on le voit très bien avec la popularité de Letterboxd. Et oui, j'utilise et j'aime bien Letterboxd. The Shining, it's Halliday's 11th favorite horror film. C'est super bien fait et ça me permet de garder la trace des films que j'ai vus. I think we found it. Est-ce que tu as Letterboxd? Oui. Alors j'ai pas Letterboxd, mais j'ai l'équivalent de Boomer qui est Sens Critique. C'est une gamification du cinéma, plus ou moins, enfin de la cinéphilie, plus ou moins parce que la gamification, elle est plutôt sur les posters à gratter et les trucs comme ça. Mais quand on voit que ces biais sont si forts que ça peut rendre des gens complètement accros à des jeux mobiles qui sont spécialement designés pour ça, quand on voit la puissance du truc, faut quand même se poser la question de quel effet ça peut avoir malgré nous. Moi, je le vois dans mon rapport aux plateformes. Netflix, je trouve que c'est un excellent exemple. J'y vais plus. J'ai cette watchlist qui s'est agrandie. Et il y a un truc ultra décourageant, en fait. Et en plus, t'as une forme de... Alors, le terme est peut-être un peu fort, mais presque de culpabilité de travail non fait, tu vois. Shame. Plus t'as ta liste de films à voir, plus tu vas avoir la flemme de les regarder, ça va s'agrandir, très paradoxal. Cet effet quasi angoissant, il s'avère qu'on le connaît depuis maintenant plus de 100 ans. Ça s'appelle l'effet Zeigarnik, du nom de sa théoricienne Bluma Zeigarnik. Cette psychologue soviétique a observé que les tâches inachevées restent plus facilement en mémoire que les tâches accomplies. Parce que quand on s'engage dans la réalisation d'un objectif, notre cerveau, il anticipe la dopamine de la réalisation. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, on reste dans un état de frustration. On est littéralement en manque. Dans le contexte de la cinéphilie, ça signifie que les films qu'on a ajoutés à notre watchlist mais qu'on n'a pas encore regardés continuent de nous hanter. Ils créent un sentiment d'incomplétude, une pression subtile mais constante pour compléter la tâche. Et même pour aller plus loin, des recherches plus récentes comme celles de Roy Baumeister et Mark Muravan sur l'autorégulation et l'épuisement de l'ego, l'ego depletion, suggèrent que le fait de maintenir une longue liste de tâches inachevées ou donc de films non vus peut carrément entraîner une fatigue mentale et une diminution de notre capacité à prendre des décisions. En d'autres termes, la surcharge de notre mémoire de travail par ces tâches non résolues peut non seulement nous stresser, mais aussi diminuer notre capacité à profiter pleinement de l'expérience lorsqu'on décide enfin de regarder un film. Ça transforme ce qui devait être un plaisir en une source de stress, voire une corvée. Et à la fin, la frustration est telle qu'on ressent avant tout du soulagement, là aussi comme un camé. Bon, après on s'entend, faut doser, hein. Là on parle que de films. Mais je trouve ça quand même pertinent pour le sujet qui nous intéresse. Parce que la perversité des watchlists, c'est qu'au lieu d'être une liste d'options, parce que c'est ça à la base, j'ajoute en me disant tiens, sympa, ça, peut-être que je regardais plus tard avec machin, etc. Plus que des options, ça finit par créer une obligation qui peut se mettre en une pression, une culpabilité, une honte, etc. Tell me your sins. Since last Sunday, I had sexual relations out of wedlock 2 times. I also watch pornographic videos. Là aussi, je trouve que Letterboxd est assez révélateur de cet effet-là. Est-ce que ça t'arrive quand tu regardes un film de penser avant, pendant ou carrément juste après au fait que tu vas le noter? Oui. Ça m'arrive parfois, ouais. T'es en plein dans ton film et tu te dis, faut pas que j'oublie de... C'est ridicule, mais ça, la pensée te traverse. 95% des cas, je pense, ça se fait vraiment très rapidement après. Genre dans l'heure qui suit, je pense. Et moi, c'est pareil, Et je suis sûr que pour pas mal d'entre vous aussi. Il y a cette satisfaction de cocher la case, d'ajouter à la liste de films vus. Une sorte de libération, comme si, en partie au moins, la raison de regarder le film avait été de pouvoir faire ça. On a réussi. Ah ouais, c'est trop le pied. On a réussi, putain. À quel moment tu considères qu'il y a ce moment dopamine? Je trouve ça très satisfaisant de loguer un film dans l'appli.
et je suis persuadé que c'est fait exprès, ils savent très bien ce qu'ils font. Et cet effet, je vous rassure, l'industrie du cinéma l'a très bien compris. Il suffit de voir comment la promo, les discours, les événements autour des films ont évolué en juste 15 ans. Les maîtres là-dedans, c'est bien sûr Disney, avec leur franchise à rallonge qui demande d'absolument tout voir jusqu'à la plus petite obscure série. Sinon, bah, t'es complètement paumé. Ouais, c'est juste les films de MCU. Vraiment, c'est bon. On est vraiment sur le bas de l'échelle, tu vois. Mais c'est juste histoire de dire, ok, c'est bon, bah, j'ai rattrapé le train. Je suis pas en retard par rapport aux autres. J'ai les rêves de tout le monde, tous ceux qui y parlent, c'est bon, je l'ai. Parfois, j'ai l'impression de voir tous les gens dans les cercles ciné, Twitter, cinéphiles, qui arrêtent pas de te mettre ces hashtags NW pour te dire tous les films qu'ils regardent, en gros. T'as ce truc de waouh, mais en fait, je suis peut-être un imposteur, quoi. Ils regardent, je sais pas, t'as des gens qui regardent, t'as l'impression 2-3 films par jour, tu sais pas où ils trouvent le temps, tu vois. C'est ouf. Si t'as un film d'un grand cinéaste qui est sorti, que ce soit en salle ou sur une plateforme, si dans les 24 heures t'as pas donné ton point de vue, t'as l'impression que t'as déjà loupé le train. Shame! Il y a même un effet Zeigarnik inversé. Et s'il vous plaît, restez avec moi, vous allez voir, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. L'effet inversé, c'est quand on procrastine devant une tâche par peur de ne pas la faire de la meilleure façon. Not quite my tempo. Ici, pour le cinéma, c'est ce moment, vous savez, où il y a ce film que vous voulez voir, mais pas ce soir. Je suis pas exactement dans le mood, c'est pas la vibe, je vais pas l'apprécier correctement. Enfin, j'ai plein de films dans ma wishlist, ou alors des films qui ont eu un super écho et probablement ça va me plaire. Mais quand est venu le moment de choisir un film à regarder, je vais me tourner vers autre chose de plus confortable. Shame! Ouais, ça nous est tous arrivé. Et moi, le film qui me fait particulièrement ça, perso, c'est Aftersun. Alors que je suis sûr que je vais adorer, et pourtant ça fait 2 ans que je le remets à demain. À chaque fois que j'entends parler de ce film, c'est presque devenu une sorte d'auto-vanne pour moi. Oh, that's so embarrassing. That's not embarrassing. Tu idéalises un film que t'as pas encore vu, et donc tu te dis, il faut que je me trouve dans les bonnes conditions pour l'apprécier à sa juste valeur. Et ça traduit une réalité de notre société, celle de l'accélération sociale conceptualisée par Hartmut Rosa. Je vous résume, mais là aussi, je suis sûr que ça relève d'une vérité dont vous êtes déjà conscient. Notre société moderne est obsédée par l'idée de tout faire, de tout voir, de tout lire, de tout expérimenter dans un laps de temps toujours plus court. Et c'est qu'en plus, faut le faire bien, évidemment. En gros, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle un bon gros FOMO sa mère, quoi. Mais un concept qui existe finalement depuis bien avant les réseaux sociaux. Et aussi, il ne s'agirait pas de s'arrêter là, on peut aussi rajouter cette observation méga pertinente du philosophe Michel Foucault. Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. L'homme moderne est condamné à devenir la meilleure version de lui-même. Salut à toi, jeune entrepreneur. Regardez autour de vous, le nombre de TikTok, de posts Insta, de réels qui nous poussent à toujours plus de performance. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Quand c'est pas carrément à gravir l'Everest, Kaizen, faire de sa vie un shonen, ouais, bof, bon. You could transform your life, and it only takes about 15 minutes a day. Quick, je te coupe, tu m'as encore. Foucault, lui, il voit le résultat de l'ultralibéralisme qui prétend nous donner les clés de nos propres vies, mais nous a juste filé les responsabilités. Dans cet énorme banger qui est surveiller et punir, il développe toutes ces nouvelles techniques insidieuses sur la gouvernance de soi, où on est poussé à s'autodiscipliner pour atteindre une version idéale de nous-mêmes. Quand est-ce qu'on arrête d'avoir une vie de merde, connard? En gros, puisque tu peux, eh ben tu dois. Et si tu n'y arrives pas, alors c'est uniquement ta faute, espèce d'énorme loser. En même temps, vous cherchez quand vous vous êtes réveillé à quelle heure ce matin? 7h? Bah moi je me suis réveillé à 2h, comme ça j'ai ma miracle routine, j'ai fait 8 épisodes pendant ce temps-là, comme ça bam bam bam. Je fais des TikTok, en plus après comme ça j'investis sur la cryptocurrency. Vous êtes nuls, non mais c'est énervant, vous êtes vraiment trop nuls. Allez, bim, Elon Musk, Kaizen, je sais pas où je vais avec ça. Pensez comme un shonen, vous êtes Vegeta, voilà, comme Goku, j'en sais rien, moi Bim, voilà, c'est ça la morale. Elle est là la morale. Kaizen. T'es mauvais. J'ai pas vu tous les Eric Romer. Oui, ça me fait chier de les voir autant que de les avoir pas vus. En fait, t'es qu'on vit dans une société où en fait, tout repose sur le fait qu'on a un temps limité, il faut gagner plus de temps possible. On est arrivé à l'aberration des plateformes de streaming où tu peux voir un film en 1,5, histoire de compenser ce temps. Tenez, ce que me dit Robin là, ça me fait penser à un autre truc sympa qui peut finalement se révéler assez pervers. Les
récap de fin d'année. There's gotta be a less painful way to get my attention. Merry Christmas, Sheriff. Ça tombe bien, c'est la saison. Bon, en vrai, c'est sympa, hein. Tout le monde aime avoir un récap de ce qu'il a écouté ou vu, c'est drôle, il y a certaines surprises, il y a certains trucs un peu honteux, voilà, c'est marrant, on partage ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle jusqu'au moment où on le prend comme une sorte de résultat final d'une année, comme une sorte de bulletin de notes de la cinéphilie. Et je sais pas pour vous, mais moi je sais que j'ai ça. J'ai envie qu'à la fin de l'année, je valide l'image que j'avais de moi-même. Que le Achille de fin 2024, eh ben, il ait fait sur cette année autant de choses que le Achille 2023 espérait. Voire dans l'idée, encore mieux. Quand je vais me faire l'intégrale Tarkovsky à la Cinémathèque québécoise en ce moment, je me dis, allez, c'est pour le boulot, sors-toi les 4 heures de Andrei Roubliov, tu vas survivre. Ouais, et cette année par exemple, je culpabilise énormément de ne pas être allé beaucoup au cinéma justement. Et donc, faut voir des films. Toujours plus. Et surtout les voir bien, comme il faut, hein. Parfaitement, quoi. J'en ai marre de stagner avec les cons, là. J'ai envie vraiment que cette année, on passe tous à un niveau au-dessus. Parce que sinon, on n'atteint pas la version idéalisée de nous-mêmes qu'on s'imaginait. On n'atteint pas le niveau final, on est battu avant. Le parallèle avec les JV, tout ça, ça continue. C'est un fil rouge. Parce que c'est une compétition avec toi-même, en fait. Pour moi, ce que je fais avec les listes, c'est pas pour les montrer à quelqu'un et dire « Ah, j'ai fini ma liste, voilà, ça y est, c'est un accomplissement personnel. » C'est comme finir les quêtes dans The Witcher 3, ça n'intéresse personne à part toi. T'as une spécialité, on s'attend à ce que tu parles de ça. T'as un peu la responsabilité d'en parler, tu vois. Et tu dis « Bah ouais, je me suis retrouvé pas mal de fois ces dernières années dans une salle de cinéma à me dire « Mais enfin ouais, si c'était pas pour en parler, si c'était pas pour le taf, jamais de la vie je serais venu voir ça, quoi. » Enfin, j'aimerais parler d'un dernier aspect du problème, celui du capital social. Parce que là, on a parlé de la surveillance interne, mais il y a aussi toute une surveillance mutuelle. Le capital social, c'est le sociologue Pierre Bourdieu qui le conceptualise. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, ce qui est une façon d'évacuer le problème, de dire n'en parlons pas, en fait, parce que ça serait trop grave. En gros, c'est l'idée qu'il n'y a pas que la thune dans la vie et que notre statut social est composé de plein de facettes. Ce qu'on connaît, ce qu'on aime, ce qu'on trouve beau, tout ça, ça nous situe dans une société. Ça nous situe comme des gens bien ou des beaufs. C'est-à-dire des gens pas bien, hein, si vous aviez un doute. C'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres. C'est l'éternel débat de est-ce que t'es cinéphile si t'as pas vu Le Parrain, quoi. Absolument avoir vu Le Parrain, sinon t'es pas un vrai cinéphile, etc. Évidemment, ça aussi, ça a toujours existé. Mais les réseaux sociaux, sous le prétexte de nous montrer sans phare et de partager nos vies, nous met perpétuellement dans une comparaison. C'est ce que Clem disait avec les hashtags #NowWatching. Et là aussi, ce côté sympa de Letterboxd, de voir ce que nos potes voient, ça peut rapidement devenir pesant. Parce que là aussi, on veut se montrer à notre avantage. Moi, je sais que j'ai pu stresser sur le fait de rajouter un film que j'étais censé avoir vu parce que c'était un classique. Réaliser sans trucage que je cite énormément, il faut un jeu de l'été en ce moment qui c'est les films de la honte. Sur des chroniqueurs de cinéma, il y en a un qui n'avait pas vu Psychose, un qui n'avait pas vu 2001 l'Odyssée de l'espace, un qui n'avait pas vu Citizen Kane, un qui n'avait pas vu Metropolis, mais ils parlent quand même de cinéma. Ouais, mais ils appellent quand même ça les films de la honte. Le mot est vachement fort quand même. Même si, il est assez juste. Laissez-moi revenir un instant vers mon gars sûr Foucault, qui a également théorisé le concept du panoptique. Ça veut dire littéralement tout voir. Il s'agit d'une expérience de pensée où des prisonniers sont constamment visibles et donc contrôlés, même sans l'intervention directe d'un surveillant. Le simple fait de savoir qu'on peut être vu nous pousse à nous conformer aux règles. 6079 Smith W. Yes, you. Bend lower. À la base, là, il parlait des sociétés totalitaires et des open space. Mais, je sais pas, ça me rappelle quelque chose, non? Et tout ça, c'est suffisamment subtil pour qu'on s'en rende pas compte. Voire pire, qu'on y participe. Parce qu'en partageant nos habitudes de visionnage, nos critiques et nos listes de films avec d'autres utilisateurs, on nourrit un système où chacun surveille l'autre, créant une pression sociale qui influence non seulement ce qu'on regarde, mais aussi la manière dont on consomme le cinéma.
Et cette surveillance douce nous pousse tous ensemble, gentiment, doucement, à nous conformer et à accumuler de la pression, regarder des films importants, rester à jour avec les tendances et maintenir notre statut social bien comme il faut. Do you have the answer, Linda? In the blue room? Linda, you're right. She's right. Avant, ça m'arrivait très souvent de regarder 2 ou 3 films d'affilée. Aujourd'hui, c'est un truc que je fais plus du tout et je trouve ça mieux. Je pense qu'il y a le risque que ça évolue vers une simple consommation. Il y a un terme qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et qu'importe à quel point je le vois, il me hérisse le poil à chaque fois, c'est le contenu. On en vient vraiment à tellement considérer ça comme de la consommation, comme des catalogues, qu'il y a vraiment le risque de perdre totalement cette idée d'espace d'appropriation personnelle, artistique, d'épanouissement intime en fait. They're schemers. Schemers trying to control their little worlds. Encore une fois, je prétends pas que tout ce que je raconte soit l'entièreté de l'expérience du cinéma aujourd'hui. On fait toujours des choses pour des tas de raisons à la fois, parfois même contradictoires. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même se demander quelle part ces biais et cette pression a sur ce qui devrait, et je dis bien devrait, être du pur plaisir, vu que c'est une passion. Ce qu'on pourrait faire alors, par exemple, on pourrait reprendre le pouvoir sur nos watchlists et tous ces outils qu'on a à notre disposition. Quand on y pense, c'est absolument formidable d'avoir autant de choix, de plateformes, des applis sympas, de la sociabilisation des groupes dans lesquels on se sent accueilli. Mais c'est juste qu'ils sont designés pour nous contrôler plutôt que l'inverse. Control. Et d'ailleurs, tout ce dont on parle là, pour le cinéma, ça s'applique à tout. Aux jeux vidéo, aux livres et à YouTube. Ouais, repensez un peu à votre watchlist là, qui vous attend juste après cette vidéo. Ça picote un peu, hein. Et je ne méprise pas du tout les gens qui ont adoré Interstellar, au contraire, parce que c'est une bonne porte d'entrée vers un cinéma plus philosophique, plus métaphysique, plus tout ça. Ces applications-là, justement, Letterboxd, je trouve te permettent d'aller même rencontrer des films que tu connaissais même pas, tu vois. Si tu fais l'effort, ça peut te permettre aussi de te confronter des trucs que justement tu n'aurais jamais vu autrement. Toutes ces pratiques qu'on a, que ce soit les wishlists, les checklists, ça permet qu'on prenne du plaisir à regarder des vidéos ou des films ou des séries, ce que tu veux. Il faut réussir à s'autodiscipliner pour pas perdre du temps parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse telle chose. Ce qui est quand même un peu paradoxal quand on y pense, de devoir s'autodiscipliner pour éviter d'être dans la performance. Mais en vrai, je vois pas d'autre façon de le faire. L'idée là, c'est que c'est faire un effort pour se libérer, pour briser la boucle, au lieu de justement faire des efforts pour le faire encore plus, tel un hamster qui voudrait être le plus rapide dans sa roue sans se rendre compte qu'il peut en sortir. If you had been unable to control your impulses like an animal, we could not let you live. Du coup, les watchlists, il faudrait se forcer à se rappeler que ce sont juste des options, pas une obligation. Et une bonne façon, c'est de savoir la vider. Pour quelque raison que ce soit, parfois juste par flemme. Et la flemme, je vous rassure, c'est valide. Quand je vois justement la watchlist grandir, ça me dire c'est plus une priorité en quelque sorte. En gros, vu tous les trucs que j'ai vraiment envie de voir et que j'ai toujours pas vu dans la watchlist, ça c'était juste au cas où un dimanche après-midi d'un œil fatigué. Ça peut m'arriver, mais que je sais que dans les 10 prochaines années, c'est pas un film que je vais vouloir regarder en priorité. Ou alors, c'est pas bien de faire ça, mais quand j'ai eu énormément d'échos autour de moi de gens qui me disent c'est extrêmement indispensable, tu ne peux rien à le rater, tu ne vas pas gâcher ta vie, tu ne vas pas manquer cette expérience, ne t'inquiète pas. J'ai essayé de la réduire au maximum. Je vais te dire ça tout de suite, mais watchlist 169. Non, j'en ai pas enlevé. C'est juste, il y en a que j'ai pas forcément mis. C'est vraiment ceux que j'ai dans ma watchlist, c'est ceux que je veux vraiment voir. Faut pas se laisser tyranniser par. Bien sûr. Soit du passé. Et donc, il faut remettre en question les idées qu'on a eues plus tôt. Une autre manière, et je sais que ça va faire ruer certains hors de leur siège, mais je vous assure que c'est possible, arrêter un film avant de l'avoir fini. C'est extrêmement rare. Faut vraiment que je déteste viscéralement. Et même là, en général, je vais quand même hate watch le truc jusqu'au bout. Je pense que c'est aussi dans ce souci de complétion. Et il y a l'impression de toute façon, si tu l'as pas vu jusqu'au bout, tu pourras pas donner ton avis, tu pourras pas en parler, tu pourras pas te. C'est comme si tu l'avais pas vu. Boring, right? So boring. I want to kill myself. Je pense que ça m'est rarement arrivé. Je pense qu'on peut pas dire qu'on a aimé ou pas aimé un film tant qu'on ne l'a pas vu en entier, et en plus on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et ça, évidemment, je le comprends.
Un film, en soi, c'est une expérience totale qui a été pensée pour être complète, pour qu'on la respecte. Mais juste, on n'a pas toujours l'envie ou le temps où on n'aime pas nécessairement ce qu'on regarde. Et ça, c'est ok. This is boring. Delete. C'est une sorte de complétisme, mais à l'échelle d'un film. C'est-à-dire que tu regardes un film et manifestement ça te plaît pas du tout. Pendant 20 minutes, tu t'ennuies et tu te dis, mais il faut quand même que j'aille au bout pour avoir plus ce film, quoi. Sit down. No. Hot. I'm fucking bored. J'ai arrêté de fonctionner comme ça parce qu'il faut se libérer du fait qu'il faut avoir vu jusqu'au bout quelque chose pour évoluer en société ou je ne sais quoi. Let's major bullshit. Shit. Let's do something a little more fun. Là-dessus, ok, je prétends pas détenir la vérité suprême. Là-dessus, comme dans tous les autres sujets d'ailleurs. Extremely humble. You're kidding. Yes, I'm kidding. He's a peacock. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires. Parce que je pense que ça pourrait faire un débat vraiment intéressant. Personnellement, moi c'est fréquemment que je ne finis pas les films. Et je considère tout de même les avoir vus. Une expérience que je reconnais comme limitée. Et mon avis est évidemment biaisé et limité. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire un secret. Approchez. Et ben c'est toujours le cas. Regarder un film au cinéma, ou sur sa télé, ou dans le train sur son téléphone, ce sont des expériences totalement différentes. Et on peut disserter pendant des heures sur ce que c'est voir un film vraiment, mais dans mon expérience personnelle, je considère que dans la mesure où je suis honnête avec moi et les autres, alors mon expérience se vaut. Ouais, c'est pour ça que je me considère pas comme cinéphile, tu vois. Moi, j'ai vraiment je dirais plus cinéphile, par exemple. Genre, je suis bien plus... moi, c'est le côté spectateur du truc qui m'intéresse. Et même en prenant en compte notre état d'esprit. Si on regarde un film en étant triste, quand on vient de se faire larguer, ou au contraire quand on est heureux, ou quand on nous force à le regarder, enfin, ça crée aussi des expériences complètement différentes. Et surtout, il faut accepter de pas tout voir. Accepter de lâcher prise. You will know when you are calm, at peace. Je sais, c'est con et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça me semble la meilleure solution. Sinon, on devient fou. Parce que plus on voit l'infini des films qui s'agrandit tout le temps, plus ça nous angoisse. Et plus on a de choses à faire, plus le temps nous semble court. Dans les choses, moi, qui m'aident, c'est d'essayer de m'entourer de gens qui sont passionnés, mais qui sont pas dans ce rapport de la course, qui se mettent pas de pression folle. T'es plus dans un échange que dans une compétition. Je pense que c'est un conseil basique. Faut mieux s'écouter, savoir si on est dans les conditions ou pas pour effectuer une certaine activité. Là, on est dans une société où rien faire, c'est très mal vu. Il faut accepter en fait ça et surtout avoir le courage justement de ne pas le faire. Il y a environ 2 ans, je sortais une vidéo « Y a-t-il des films qu'il faut avoir vus ?» Et je concluais sur l'idée que ces films à voir, c'est des films qui vous donnent sincèrement envie, des films dont on vous a parlé avec honnêteté, émotion et sincérité. Mais clairement, on a vu pendant cette vidéo que cette notion d'envie pouvait être corrompue. Et c'est en discutant avec Hugo que j'ai réalisé un truc très important. Finalement, ça fait partie de moi que de ne pas avoir eu envie jusqu'à maintenant d'avoir vu tel ou tel film, et j'ai pas à avoir honte de ce que je suis. Ce sont nos choix qui nous définissent, nous, notre vie et notre cinéphilie. À chaque film qu'on regarde, on n'en regarde pas d'autres. Et surtout, à chaque fois qu'on fait autre chose, on regarde pas un film. Ça peut être vertigineux et stressant. No, I'm overdue. I'm really in a stew. Mais je trouve que, au contraire, ça donne de la rareté et donc du sens à chacune de nos expériences. Comme le disait très bien Dumbledore, qui je pense en fait c'est juste Jean-Paul Sartre avec une barbe. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. J'irais même plus loin que juste le cinéma. Au fond, quelle que soit l'activité, il faut d'abord apprécier et ne pas la faire. Sinon, c'est une obligation. Donc voilà, ma conclusion, un peu paradoxale j'avoue, il faut aimer ne pas voir des films. Parce que les films qu'on voit, ils ont de la valeur grâce à ceux qu'on a décidé de ne pas voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un immense merci surtout à Victor de la chaîne Le Cinématographeur, à Clem de Cinescope, Robin de Robucan, Marc de The Beauty Of et Hugo de Calmos d'avoir répondu à mes questions. J'avoue, j'aurais du mal à croire si c'était pas le cas, mais si vous ne les connaissez pas, allez checker leur travail, c'est toujours incroyable. Un grand merci également à Filmo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sans vous aussi, rien de tout ça n'existerait, parce que c'est grâce à vos likes, vos commentaires et vos partages que cette chaîne
peut exister. Vraiment, on se répète, mais c'est la meilleure façon de me remercier pour mon travail et mon temps à faire cette vidéo. Et comme on arrive à la fin, il me reste plus qu'à vous dire le traditionnel, à plus dans le bus.